Je suis vraiment très content aujourd'hui de m'adresser plus particulièrement aux professionnels du monde de la finance. Donc, dans les derniers mois, nous, chez Groupe Neos, on a eu l'opportunité de travailler avec plusieurs départements financiers et ce webinaire-ci va regrouper plusieurs éléments qui, je l'espère, vont vous aider dans les enjeux que vous pouvez vivre actuellement. Donc, je me présente, mon nom est Gabriel Guimond-Prévost, je suis architecte principal de solutions chez Groupe Neos. J'ai plus de 10 ans d'expérience au niveau de l'analytique puis au niveau des données en général. Mon rôle chez Neos, c'est vraiment de conseiller nos clients dans l'exploitation de leurs solutions analytiques. Dans nos mandats et chez nos clients, j'aime vraiment me placer entre les gens d'affaires et les gens techniques. Donc, de un, pour s'assurer de la fluidité du dialogue, pour des fois faire le traducteur, et de s'assurer aussi de la qualité de nos livrables finalement. Donc, de s'assurer que ce que nos clients nous mentionnent au niveau business soit bel et bien livré au niveau technique. Donc, de jouer, encore une fois, cette espèce de traducteur-là. Assez sur moi. Maintenant, on va se pencher sur vraiment le contenu de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, vraiment, notre objectif principal aujourd'hui, comme Samy le mentionnait, c'est vraiment de présenter divers enjeux des directions financières et de voir comment 4 initiatives qui utilisent les analytiques peuvent répondre à ces enjeux-là. Donc, pour répondre à cette question-là, pour répondre à cet objectif-là, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va parler de finances. On va parler du rôle et des responsabilités communes des départements de finances. On va aussi parler des ressources qui sont à la disposition de ces départements-là. Puis aussi, on va traiter de ce qu'on appelle le modèle de maturité des opérations financières. Ensuite, on va se pencher vraiment sur les vrais enjeux, les enjeux actuels finalement des départements financiers, ou en d'autres mots, qu'est-ce qui empêche un CFO de dormir le soir finalement. Par la suite, on va voir 4 initiatives très intéressantes qui utilisent les analytiques pour pallier à ces enjeux-là. En plus, pour chacun d'eux, on va vraiment détailler tous les bénéfices clés de cet enjeu-là particulier. Et pour terminer le webinaire, on va joindre finalement les enjeux et les initiatives ensemble. Avec ce résumé-là, donc si vous avez un enjeu qui vous touche davantage, qui touche davantage votre cas actuel, ben vous allez savoir laquelle des initiatives qui sont présentées, qui est la plus pertinente pour vous finalement. Vous allez avoir une petite aide-mémoire qui va vous guider vers vos prochains investissements, par exemple, au niveau analytique. Donc, on va débuter en discutant finance. Ici, je veux vraiment m'assurer qu'on mette la table pour le reste du webinaire en établissant un langage commun, finalement. Un département financier va être responsable d'assurer la croissance de l'entreprise, de s'assurer de gérer les risques, puis de veiller à ce que toutes les activités qui sont liées aux finances de l'organisation sont faites dans les règles de l'art et, bien entendu, à l'intérieur de la loi. Un des aspects qui est très présent dans les dernières années, c'est que les directions financières veulent beaucoup mieux utiliser, beaucoup mieux capitaliser sur la quantité de données qu'ils vont gérer puis qui génèrent aussi via leurs opérations. Les directions financières veulent aussi, désirent aussi s'assurer que les données soient utilisées de la bonne façon pour guider l'organisation vers le haut. Les départements financiers vont être souvent responsables de diverses choses. Je vais vous donner quelques éléments. Ça se peut que ça varie de différents contextes, différents types d'entreprises, mais habituellement, c'est les éléments de responsabilité des départements financiers. Donc, ils sont souvent responsables de suivre les coûts des différents projets, agir comme PCO, par exemple. Tout ce qui est comptabilité aussi, compte payable, compte recevable et tout ça. Souvent, le département de finances est vu comme un créateur de rapports, un créateur d'analyse, étant donné qu'il y a une vue holistique sur l'organisation. Bien entendu, c'est ces départements-là qui vont gérer le processus budgétaire, le suivi de ces budgets-là. C'est ce département-là aussi qui est responsable de la rentabilité, de la solvabilité de l'entreprise et souvent aussi des flux de trésorerie. Donc, les départements financiers, c'est des départements qui sont très efficaces quand ils utilisent leur savoir pour aider les différents départements à y voir plus clair, que ce soit dans leurs coûts, dans leurs revenus, puis quand ils leur offrent aussi des analyses détaillées pour guider la prise de décision des départements opérationnels. Pour atteindre ces objectifs-là, les objectifs que vous parlez tantôt, les responsabilités finalement, les directions financières ont plusieurs outils importants. Donc, que ce soit les gens, les processus financiers et les technologies. À la prochaine slide, on va vraiment se concentrer sur la portion des processus financiers. Puis tout au long du webinaire, on va vous présenter des idées et des initiatives qui vont permettre à vos gens d'être plus productifs. Finalement, au niveau technologique, les équipes de finance vont souvent travailler avec, que ce soit avec des systèmes financiers ou des ERP.
Et encore une fois, ils vont souvent être disponibles de partager des données ou des analyses avec d'autres départements. Souvent, ces départements-là vont être pris avec des systèmes qui ne sont pas intégrés ou qui sont hautement personnalisés. Ce que je veux dire par hautement personnalisé, c'est que ça va être très difficile, par exemple, de porter un système ERP qui est très, très, très personnalisé vers un système plus moderne. Donc, on va être en guillemets pogné avec un vieux système qu'on a tellement personnalisé que ça va être difficile de le moderniser finalement. Souvent aussi, il y a peu d'intégration entre vos différents systèmes ou c'est une intégration qui est faite de façon manuelle. Donc, ce que ça fait, c'est que ça augmente grandement les risques d'erreur. Puis par exemple, ce qui peut arriver aussi, c'est, disons que nos données d'employés ne sont pas disponibles dans nos systèmes de vente, ben, ça rend difficile d'effectuer certaines analyses, comme l'utilisation ou la rotation des ressources, par exemple. Un autre enjeu qu'on voit souvent, c'est l'utilisation intensive au niveau d'Excel pour tout ce qui est analyse puis partage d'informations. Puis là, détrompez-vous pas, là. J'aime Excel, je suis comme à peu près tout le monde qui est dans le webinaire ici, je l'utilise à tous les jours. La problématique avec Excel, c'est vraiment son manque de sécurité puis sa possibilité de modifier des données à sa guise. Donc oui, on peut l'utiliser pour des analyses, oui, on peut l'utiliser pour, mais ça ne doit pas devenir un outil d'intégration de données là où on fait le ménage finalement, parce que sinon, ça réduit vraiment la gouvernance, les définitions qu'on a mises sur les données, puis la sécurité aussi des données à l'intérieur de ces tableurs-là. Maintenant, on va passer au niveau de la maturité de la gestion financière, finalement. Donc, vous avez le modèle devant vous en ce moment. Ce graphique-là va être dérivé du Bureau national d'audit du Royaume-Uni. Puis, pour ceux qui le connaissent, c'est un modèle qui est inspiré de ce qu'on appelle le Capability Maturity Model Integration, ou ce qu'on appelle le CMMI, plus communément. Dans le fond, c'est un modèle là, qui est utilisé dans à peu près n'importe quel type de maturité. Là, on pourrait pas juste parler de maturité de gestion financière, on pourrait parler de gestion de données ou dans à peu près n'importe quel domaine. Dans le fond, c'est un modèle de maturité qui est défini en 5 niveaux. Puis dans le fond, plus on avance, bien entendu, plus le département va être mature. Donc ici, on va vous présenter les 5 niveaux vraiment adaptés à la gestion des finances. Donc, on va commencer au niveau 1, le niveau initial. Donc, à ce niveau-là, ou à ce niveau de maturité-là, les pratiques de gestion financière sont très déficientes, tellement là, que ça affecte les opérations de l'organisation. Donc, les opérations day-to-day de l'organisation sont éprouvées. Il y a peu de volonté d'amélioration aussi, et on alloue mal nos ressources financières, nos ressources humaines et tout ça. Une chose qu'on voit souvent aussi, c'est cette espèce de pensée-là de héros individuel. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on compte sur une personne pour tout réaliser à peu près. Si dans votre département ou dans votre entreprise, vous entendez des choses comme ben, si cette personne-là part en vacances ou, comme j'aime dire souvent, se fait frapper par un autobus, on est dans le trouble. Mais ça vous donne un bon indicateur que vous êtes vraiment au niveau initial. Bien entendu, on s'expose aux risques dans ces cas-là. On s'expose à différents risques, puis on va en reparler un peu plus tard dans le webinaire à ce niveau-là. On fait souvent de la planification juste à temps, puis on fait tout ça, on fait toute cette planification-là en isolation du reste de l'organisation aussi. Bien entendu, on parle d'information financière qui est en retard aussi. On est en fin de mois infini là, dans ce genre d'organisation-là. Puis, tout ce qui est validation, réconciliation de données va être faite de façon périodique à la fin du mois. Donc, encore une fois, fin de mois infini. Maintenant, on arrive au niveau 2, le niveau répétable. À ce niveau de maturité-là, le département va réaliser l'importance de bons processus de gestion du département financier. À cette étape-là, on gère encore les choses manuellement. Par contre, on commence à aider tranquillement les opérations à se développer puis à obtenir des données. On remarque certains enjeux, par exemple des opportunités de revenus ou des dépenses trop élevées. Par contre, on remarque souvent ces enjeux-là trop tard. On commence aussi à avoir des rapports financiers de base. Par contre, l'analyse ad hoc, donc par exemple, notre marge a baissé de 20 ce mois-ci, on est capable de l'identifier, mais on ne sait pas nécessairement pourquoi. Puis on n'a pas les outils nécessairement pour répondre à cette question-là. Maintenant, on arrive au niveau 3, donc le niveau central au niveau du modèle, le niveau défini. Donc, à ce niveau-là, on avance encore tranquillement. À ce niveau-là, on est capable de supporter les activités quotidiennes du département, mais c'est quelque chose qui est encore fragile en période de stress. Donc, ça arrive qu'on déroge des bonnes pratiques quand on est pressé, par exemple. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'on gère bien l'environnement quand nos circonstances sont stables. Ah, puis en passant, ben, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Une pandémie mondiale, c'est vite arrivé. Hein.
Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut perdre des opportunités parce qu'on n'est pas prêt. Puis, comme je disais tantôt, on commence tranquillement à aider les opérations, à leur donner des analyses, à leur donner de l'information. Niveau 4, maintenant. Les pratiques du département vont très bien, c'est robuste. Puis en plus, on a des indicateurs de performance pour le département. Ça, on va en reparler tantôt des indicateurs aussi. Donc, on les utilise justement pour améliorer nos pratiques de façon continue. Le niveau 5, maintenant, le niveau optimisé. Écoutez, à ce niveau-là, -là, c'est le NEC plus ultra, c'est la Cadillac, appelez-le comme vous voulez, mais on ne regarde pas seulement le passé, on essaie d'anticiper les problèmes et on arrive avec des solutions proactives. Pour être bien franc avec vous, là, il y a peu d'organisations qui sont à ce niveau-là et qui ont même besoin d'être à ce niveau-là aussi. L'important avec cette échelle-là, avec ce modèle de maturité-là, c'est d'être capable d'identifier où vous vous trouvez en ce moment et où vous souhaitez aller aussi dans les prochaines années. Donc, ça vous donne un petit, ça vous donne une espèce de petit roadmap, une petite feuille de route pour vous dire qu'est-ce que vous avez à améliorer pour aller à la prochaine étape finalement. Puis pour appuyer aussi l'importance d'améliorer sa maturité de la gestion financière, selon une étude de la compagnie Oracle, les responsables des services financiers estiment, excusez-moi, il manquait le chiffre, selon une étude d'Oracle, 85% des responsables des services financiers estiment que la modernisation des opérations financières va vraiment être le moteur de la compétitivité. Donc, c'est important d'y investir des ressources pour améliorer votre maturité de gestion financière. Maintenant qu'on a mis les bases, on va vraiment se pencher sur les différents enjeux que vous pouvez vivre en tant que membre d'une équipe de finance. À noter que les différents enjeux qui sont notés ici, c'est un mélange de ce qu'on a vu chez nos clients et des recherches faites par Gartner et PwC, donc PricewaterhouseCoopers. Le premier enjeu va être de bâtir la confiance sur les données financières, autant avec le reste de l'organisation que les parties prenantes, finalement. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer de la transparence de nos informations financières, puis d'aligner nos priorités, que ce soit entre nos clients, nos employés, puis toutes les autres parties prenantes. Deuxième enjeu qui empêche à peu près tout le monde de dormir ces temps-ci, c'est de retenir nos meilleurs talents. On veut que les gens restent dans notre organisation. On l'a vu là, avec la pandémie, là, il y a une très grande mobilité des ressources. Puis on sait très bien, là, vous savez très bien que c'est coûteux de remplacer un employé. Donc, pour ce faire, ce qu'on veut réaliser, c'est améliorer l'expérience employée puis améliorer leur autonomie. Ça va clairement augmenter le pourcentage de chances que nos gens restent chez nous, finalement. Troisième enjeu, encore une fois, un enjeu assez commun aussi, c'est on veut faciliter la croissance de l'organisation. Puis aujourd'hui, pour ce faire, il faut vraiment être de plus en plus imaginatif dans nos méthodes. Donc, il faut être capable d'évaluer la stratégie de l'organisation, puis être capable d'attraper ces nouvelles opportunités-là, que ces opportunités-là proviennent d'acquisitions, de pivots sur certains de nos produits existants, d'ajout de segments de marché ou plein d'autres stratégies qu'on peut rajouter. Comme vous vous en doutez, c'est une approche qui prend des données pour toujours effectuer la meilleure décision d'investissement possible. Un autre enjeu, c'est l'évaluation des risques. On en parlait tantôt dans les grandes responsabilités des départements financiers, ben, ça en est un gros. Donc, que ce soit via de la planification proactive. Encore ici, là, on va avoir besoin de données, de faire des analyses de scénarios. Puis aussi, il y a deux sujets qu'on entend de plus en plus parler, que ce soit la cybersécurité. Donc, on a vu BRP récemment au Québec là, qui s'est fait hacker en bon français. Aussi, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est la nouvelle loi qui s'en vient sur les renseignements personnels. Donc, que ce soit au niveau de vos employés ou au niveau de vos clients directs. Fait que ça touche littéralement toutes les organisations. Les CFO aussi et les directions financières vont vraiment souvent être au cœur de la transformation digitale des entreprises, vu, bien entendu, que ça demande des fonds. Et c'est vraiment important que toutes les organisations, toutes les entreprises continuent d'investir, que ce soit dans l'intégration des systèmes, dans la formation de vos employés, puis dans la mise à niveau de vos systèmes. Puis aussi, il faut garder en tête là, la conversion qui est de plus en plus rapide vers l'info nuagique. Les entreprises qui n'ont pas fait ce virage-là encore vers l'info nuagique, ils vont voir leurs compétiteurs être plus agiles puis sauver du temps de leurs employés, surtout via l'automatisation de certaines tâches. Puis le dernier enjeu, et non le moindre, est le désir pour certaines entreprises et la nécessité même pour d'autres d'évaluer l'impact de l'entreprise à propos de tout ce qui est responsabilité sociale.
Donc, c'est souvent appelé que ce soit RSE pour responsabilité sociale des entreprises ou ESG pour défis d'environnement, défis sociaux et défis de gouvernance. Donc, ça touche vraiment des enjeux très larges. Ça peut toucher la sécurité, donc tout ce qui est santé-sécurité dans votre organisation, la diversité, l'inclusion, des aspects d'environnement ou même de formation continue. Puis là, il peut en avoir bien d'autres, tout dépendant de votre domaine d'activité. Premièrement, socialement, c'est des enjeux qui sont de plus en plus importants. On commence à en entendre parler. En ce moment, on est en période électorale au Québec. C'est des choses qu'on entend un peu plus parler maintenant. Et aussi, surtout si votre entreprise est une entreprise business to customer, donc une entreprise B2C finalement. Par contre, même pour des entreprises qui ne sont pas nécessairement B2C, même les investisseurs vont voir un bon résultat de responsabilité sociale comme un prédicteur des résultats futurs de l'organisation. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais les données viennent jouer un très grand rôle dans cet enjeu-là. On sait que c'est des rapports qui sont longs à réaliser, qui utilisent beaucoup de données. Puis aussi, on peut utiliser des pratiques de storytelling aussi pour faire parler nos chiffres, finalement. Je vais prendre une petite gorgée d'eau et on continue. Donc, un dernier enjeu que je veux ajouter aussi, c'est de croire que d'avoir des données, c'est une finalité. Comme on peut le voir sur l'image que vous voyez à l'écran en ce moment, avoir des données, c'est juste à la base de la pyramide que vous voyez à l'écran présentement. Donc, c'est une pyramide qui est souvent utilisée dans le domaine des données puis dans le domaine analytique, puis on va la regarder ensemble. C'est une pyramide qui contient 3 niveaux, donc les données, les informations et la connaissance. À la base, comme building block, si on veut, on retrouve vos données. Donc, toutes les organisations en ont. On parle vraiment d'une donnée brute puis non ordonnée. Par contre, c'est vraiment juste le début. Je vais vous donner un exemple de données. Disons qu'on a notre budget de revenus pour le mois d'octobre 2022. C'est une donnée, tout simplement. On a mis une date dessus, c'est des revenus, on sait de quoi ça parle, mais on ne fait rien avec encore. Donc, notre deuxième morceau, le deuxième morceau de notre pyramide, c'est l'information qui est dérivée de ces données-là. Donc, une donnée qui va être utilisée pour un objectif spécifique. Cette donnée-là va avoir été transformée ou va être jointe à une autre. Son but va vraiment être de mesurer quelque chose ou d'être facilement visualisé. Si je reviens à mon exemple de tantôt, donc un exemple d'information, c'est de comparer son budget de revenu d'octobre 2022 avec son réel, avec l'actuel finalement. Ça, c'est une information. Par contre, on peut aller encore plus loin. Donc, le haut de notre pyramide contient de la connaissance. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va connecter plusieurs informations ensemble pour atteindre notre objectif. À cette décision-là, je suis en train de spoiler le reste de ma phrase, à cette étape-là, on est capable de prendre une décision éclairée sur les données. Donc, un exemple de connaissance, on utilise notre budget puis nos actuels qui sont découpés par segment de produits, par exemple. Disons qu'on est dans une entreprise de vente au détail. On prend tout ça pour l'année 2022. Et notre objectif, c'est de mettre en place un nouveau segment de produits qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Et là, par contre, même si on ne l'a jamais vu, on peut utiliser certains segments actuels qui ressemblent un peu, ou certains produits actuels qui ressemblent un peu à ce nouveau segment de produit-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos données de 2022 pour produire les budgets pour 2023 pour ce segment-là précis. Donc, vous voyez, on a pris plusieurs données, donc les réels, les actuels de l'année 2022. On les a mis ensemble, donc on les a transformés en informations. Et là, on a une décision à prendre qui est de budgétiser les ventes pour 2023 pour ce nouveau segment-là. Donc, on y va vraiment étape par étape de ce côté-là. Pour les entreprises, il y a plusieurs manières de grimper dans cette pyramide-là. La première va être de transformer vos données en informations en intégrant vos différents systèmes. Si, par exemple, en ce moment, vous n'êtes pas capable d'intégrer vos données de budget puis vos données de réel ensemble, ben, c'est déjà une première étape de les combiner en informations, finalement. Mon exemple est simple, mais l'exemple peut être pas mal plus complexe que ça. Puis aussi, ben, on peut utiliser ces informations-là, finalement, pour prendre des décisions. Puis, on va voir aussi, il y a certains éléments qu'on peut utiliser pour nous aider dans cette décision-là. Pas nécessairement que ça prenne la décision à notre place, mais que ça nous donne des recommandations. Avant de passer aux initiatives qui utilisent l'analytique, j'aimerais vous décrire ce que l'analytique n'est pas, finalement. Quelques petits trucs qu'on entend ici et là quand on parle à des gens.
Donc, premièrement, l'analytique, ce n'est pas un nouveau système opérationnel, ce n'est pas un nouvel ERP, ce n'est pas un nouveau système financier. C'est vraiment un endroit où placer toutes vos données d'entreprise, les intégrer puis te permettre qu'ils se parlent ensemble finalement. Donc, les transformer en information puis en connaissances après. De cette façon-là, vous pouvez faire des analyses aussi qui étaient impossibles avant. J'aimerais ça revenir un instant sur la portion des ERP. Parce qu'on entend souvent, ben, écoutez, moi, j'ai un module d'intelligence d'affaires avec mon ERP, puis c'est suffisant pour faire ce que j'ai besoin de faire. Il y a deux enjeux souvent que les gens ne voient pas avec cette pratique-là. Le premier, c'est d'assumer que toutes nos données vont se retrouver dans cet ERP-là. C'est rare que vous avez juste un système dans l'organisation puis qui sert. Souvent, vous avez des informations à gauche et à droite provenant d'autres systèmes. Et donc, ça vous empêche de faire ces fameuses analyses croisées-là. De plus, c'est des modules aussi qui ne permettent pas nécessairement tous les types d'analyses. Donc, souvent, c'est des modules qui permettent, oui, des rapports, des tableaux de bord. Donc, de plus comprendre le passé, finalement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on se coupe de tout ce qui est prédiction. C'est des choses qui sont plus difficiles souvent à faire parce que ces modules-là ne permettent pas d'utiliser les données pour de la prédiction. De plus aussi, je vous parlais de tableau de bord et de rapports. L'analytique, ce n'est pas juste de la visualisation de données, ce n'est pas juste un outil de visualisation. Ce n'est pas seulement en implémentant un tableau ou un Power BI qu'on va régler tous nos problèmes. Avec la quantité de données qu'on retrouve dans les entreprises aujourd'hui, c'est important de stocker cette information-là de la bonne manière, facilement et rapidement. Vous avez sûrement entendu parler là, des fameuses quotes qui disent dans la prochaine année, il va se générer plus de données qui s'est généré depuis le début des temps. Je paraphrase, là, mais c'est des choses qui sont vraies. Puis, on ne peut pas juste finalement en ce moment là, lancer toutes nos données dans un tableur Excel puis ça va fonctionner. Fait qu'il y a des manières aussi de gérer cette information-là. Finalement, l'analytique, ce n'est pas juste de la technologie non plus. Vous allez voir au long du webinaire, les initiatives qu'on va vous présenter, ce n'est pas seulement des initiatives technologiques. On veut aussi modifier la façon dont les gens travaillent en ce moment. Il faut vraiment s'assurer qu'au niveau de l'analytique, qu'on ait des bonnes définitions des données. Par exemple, qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'une marge? C'est des choses dont vous seriez surpris, mais des fois, des gens arrivent dans des rencontres et se rendent compte qu'ils n'ont vraiment pas la même définition de marge. Puis là, au lieu de penser à la stratégie pour le prochain quart, on passe la majorité de la rencontre finalement à débattre, à savoir qui a raison au niveau des données de marge. Au final, vraiment, l'analytique va vous permettre de rendre l'information visible en la centralisant. Puis son objectif, c'est toujours de prendre des meilleures décisions basées sur des données. Donc, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que l'initiative n'est pas, maintenant qu'on a mis la table au niveau financier, bien, je vous présente les 4 initiatives qui sont rendues possibles par l'analytique, puis qui pourraient vous permettre de solutionner les enjeux que je vous ai présentés plus tôt. Donc, on va en expliquer 4 de façon très large dans les prochaines minutes. Donc, le premier, c'est la mise en place d'un environnement analytique moderne. La deuxième, c'est de créer et de suivre des indicateurs de performance. La troisième, c'est d'opter pour une approche libre-service pour mieux outiller vos employés. Et ensuite, et finalement, d'utiliser l'analytique avancée pour automatiser certaines tâches. Ce qui est intéressant, c'est que plus on va avancer dans les initiatives, donc vous voyez qu'elles sont numérotées, plus le potentiel d'augmenter votre niveau de maturité va être grand, finalement. Donc, plus on va loin dans les initiatives et plus on va être capable d'augmenter, et plus le potentiel d'augmenter votre maturité va être grand. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on va passer à la première initiative qui est notre environnement analytique moderne. Avec ce type d'environnement-là, vraiment, le principal objectif va être de transformer vos données en informations, comme on l'a vu plus tôt dans notre petite pyramide. On prend différentes sources, donc on voit à gauche, vous allez voir mon petit pointeur rouge à l'écran. Donc, l'idée, c'est de prendre toutes les sources que vous avez, qu'on se trouve à gauche et de les intégrer ensemble, de les harmoniser dans un environnement qui va être unique, finalement. Par la suite, on peut utiliser ces données-là, que ce soit pour des rapports, pour des tableaux de bord, que ce soit aussi pour de l'apprentissage machine ou même des balance scorecards, donc un endroit où placer vos indicateurs de performance finalement, où d'un seul coup d'œil, vous allez voir la performance de l'organisation. Si jamais vous êtes intéressé aussi, on a un de nos webinaires qui touche à 100%, qui est à 100% juste sur cet environnement-là. Donc, si jamais vous avez des gens à l'interne de votre côté qui sont intéressés ou qui sont un peu plus techniques, faites-nous signe, puis on va vous partager les ressources pour ce webinaire-là.
Donc, dans cet environnement-là, donc vraiment l'avantage, c'est d'avoir cette source unique-là de vérité, d'avoir un endroit où vous retrouvez toutes vos données. Puis aussi, on peut intégrer des données externes aussi. Quand on arrive dans un environnement comme ça, on suggère souvent l'info nuagique, vraiment pour des raisons de flexibilité puis de réduction des coûts. En info nuagique, ce qui se passe, c'est qu'on paie seulement pour les services puis le temps qu'on va utiliser ces services-là. Dans un environnement sur site, qu'est-ce qu'on fait quand on a nos serveurs chez nous dans notre organisation? C'est qu'on est obligé d'acquérir ces immobilisations-là pour le pire des cas. Donc, disons qu'on sait qu'on a un gros pic de données au mois de janvier, par exemple. Donc, on est obligé de prévoir pour ce gros pic-là. Donc, ce qui se passe dans le restant de l'année, c'est qu'on a des immobilisations qui ne sont pas totalement utilisées. Donc, puis on sait que la majorité des entreprises, ben, la quantité de données va être variable des fois d'un mois à l'autre. Donc, ça nous permet vraiment d'optimiser nos coûts de cette façon-là. Quels sont maintenant les principaux bénéfices de la mise en place d'un environnement analytique moderne? Tout d'abord, ben, vous êtes capable de croiser des données qui proviennent de différents systèmes, que ce soit vos budgets, vos actuels ou quelque chose même de plus osé. Si jamais le temps qu'il fait, donc la température extérieure, influe sur vos ventes, ben, vous êtes capable dans un environnement comme ça d'inclure vos budgets, vos actuels, le temps qu'il fait, de visualiser ça dans un même endroit, puis même d'utiliser après ça peut-être le forecast de température pour forecaster vos ventes, d'être capable de dire ça va prendre combien de gens dans mes magasins. Donc, on peut vraiment être beaucoup plus imaginatif dans un environnement comme ça où vos données vont se trouver toutes ensemble. Ça nous permet donc d'avoir une version unique de la vérité, puis d'avoir la performance de l'entreprise à un seul endroit. L'autre avantage, là, dans les équipes finances, on a nos précieux analystes financiers. Ces analystes financiers-là, avec un environnement analytique, plutôt que de passer du temps là, à manipuler, à trouver des données, à faire du nettoyage de données dans Excel, au lieu de passer du temps à faire ça, ils vont passer du temps à aider les départements dans leurs opérations, faire des analyses, analyser des données, bâtir des rapports, plutôt que de faire des travaux un peu plus manuels, finalement, qui pourraient être automatisés via des processus de transformation et d'harmonisation de données. Finalement aussi, avec les autres initiatives que vous allez voir, l'environnement analytique est souvent vu comme, encore une fois, là, une pierre angulaire là, du reste, pour vraiment faciliter la mise en place des autres initiatives. Pour appuyer ces bénéfices-là, j'aimerais vous partager un sondage qui a été effectué par Gartner en décembre 2021 puis qui a été publié en 2022. Donc, c'était une étude qui demandait à 400 cadres dans le domaine financier, c'était quoi, selon eux, le plus grand bénéfice d'un environnement analytique moderne. Donc, vous avez les chiffres devant vous. Plus de 1 répondant sur 3 a dit que ça améliorait l'agilité de son entreprise et 22% ont dit qu'il y avait une amélioration au niveau coût-bénéfice de l'organisation. Vous allez voir, on va revenir sur ce sondage-là dans les prochaines slides aussi. Notre deuxième initiative maintenant, c'est d'être capable d'implémenter puis de suivre ce qu'on appelle des indicateurs de performance ou des KPI pour Key Performance Indicators. Un indicateur de performance va vous permettre de suivre un aspect important de votre organisation. Le but, c'est vraiment de prendre une mesure puis de le comparer à un objectif. Donc, avec ça, on est capable de suivre que ce soit la marge, le taux de rentabilité, le temps que ça vous prend à collecter les comptes à recevoir ou même l'affectation de votre personnel sur des projets. Et bien entendu, tout autre, là, tout dépendant de votre domaine d'affaires. Ça prend, pour mettre ça en place, pour mettre des indicateurs de performance en place, ce que ça vous prend, premièrement, c'est les objectifs à haut niveau de votre entreprise. C'est la première chose que ça vous prend. Ensuite, on va être capable de découper ça en plus petits objectifs. Vu qu'on est dans un webinaire de finances, ben, on regarde les objectifs de l'organisation, puis on regarde comment le département de finances peut aider à réaliser ces objectifs-là. Donc, on fait des objectifs quantifiables dans lesquels on est capable de mettre un objectif par-dessus. Bien entendu, ces objectifs-là vont appuyer nos lignes directrices. Finalement, on va suivre ces indicateurs-là sur une base régulière. On va rapporter nos résultats. On va les comparer à l'objectif. Puis, on va analyser les données plus en détail si jamais on a un écart vis-à-vis cet objectif-là. Bien sûr, un des grands avantages des KPI, c'est de rendre la performance de l'organisation très visible puis facile à comprendre pour à peu près n'importe qui, parce qu'on la compare à un objectif. Tout le monde va être capable de comprendre un pourcentage de variation. Voici c'était quoi mon objectif, voici qu'est-ce qu'on a réalisé, combien il nous en manque, etc.
Puis c'est facile pour les gens de voir si leur champ de responsabilité va bien en ce moment. Est-ce que mes choses vont bien ou est-ce que mes choses vont pas bien? J'ai des chiffres pour me le confirmer. Puis qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi pour l'améliorer? Donc, si vraiment il y a un endroit dans son département qui va très bien, bien il peut utiliser ces bonnes pratiques-là, ces bonnes choses-là pour les éléments qui vont moins bien. Cette appropriation-là aussi, cet ownership-là, si on veut, va rendre les gens beaucoup plus imputables des résultats de l'organisation. Puis aussi, c'est plus facile pour les employés de prioriser leurs tâches sur celles qui ont le plus d'impact. Mais regarde, là, je suis en train de travailler là-dessus parce que mon KPI, il me dit que je suis en bas, par exemple. Donc, ça permet d'avoir un autre type de discussion que d'une discussion qui est liée plus à l'instinct. Le troisième bénéfice va être la facilitation de l'analyse de données. Ce que je veux dire par là, c'est habituellement, quand on analyse des données, on n'a pas toujours d'objectifs préétablis. Avec des indicateurs de performance, l'avantage, c'est que si on voit une baisse, par exemple, dans nos ventes pour le mois en cours, pour de la marge ou peu importe quel objectif qu'on s'est donné, on va être capable de s'attaquer directement à la cause. Par exemple, si c'est des ventes, on va être capable de regarder, OK, comment on les a découpées, par exemple, par produit ou par région. Et là, de trouver exactement l'élément qui ne répond pas à ces objectifs-là. Donc, encore une fois, là, on gagne du temps puis de la productivité pour vos gens. Donc, au lieu, on va être capable de poser des questions beaucoup plus spécifiques sur qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Troisième initiative maintenant, c'est la mise en place d'une approche libre-service. Ici, ce que ça veut dire, c'est que nos utilisateurs, des gens non techniques, vont être capables d'explorer des jeux de données totalement librement, même si ces gens-là ont peu de connaissances avec des outils plus complexes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va être possible pour eux de filtrer, de trier, d'analyser puis de visualiser des données facilement. Pour l'expliquer encore mieux, j'aime la comparer avec l'approche traditionnelle. Donc, habituellement, c'est vos départements informatiques ou les départements de technologie de l'information qui vont être responsables de la création des rapports ou de tableaux de bord. Dans l'approche libre-service, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les outils aux utilisateurs pour qu'eux deviennent responsables de la création de leurs propres outils d'analyse, leurs propres rapports, leurs propres tableaux de bord. Puis dans le fond, c'est logique parce que c'est ces gens-là qui ont des questions d'affaires. C'est eux qui comprennent la business, en gros. C'est eux, c'est eux qui peuvent fouiller un peu plus aussi de ce côté-là. Donc, c'est normal qu'on leur donne ce pouvoir-là. Je vous parlais tantôt d'enjeux plus organisationnels, plus pas nécessairement technologiques. Ici, en libre service, c'est vraiment pas juste une question de technologie, c'est une approche qui est très humaine, qui est un changement au niveau des responsabilités aussi. Puis ce que ça fait au niveau de TI, c'est qu'ils sont plus responsables maintenant d'amener les données, d'amener des données de qualité aux différents départements finalement. Et ces départements-là sont responsables de les analyser. Un des gros avantages de l'approche libre-service va être vraiment l'amélioration de l'autonomie des employés. En créant leurs propres analyses, ça aide leur travail, ça influe sur la mobilisation de vos employés. Si les gens ont plus, vous augmentez le reach, si on veut, la profondeur de leur responsabilité, ça aide toujours les gens à être beaucoup plus autonomes, ça aide les gens à être mobilisés. On ne leur met pas des bâtons dans les roues, ils sont capables de faire leur travail, vos gens vont rester. Aussi, on a une plus grande flexibilité au niveau de l'organisation. Pourquoi? Parce que nos analyses arrivent plus rapidement. Parce que, par exemple, en tant que personne de finance, vous n'êtes pas obligé d'attendre le travail des TI pour vous créer vos rapports. Puis sûrement que ce département-là, en plus, a d'autres priorités, a d'autres départements à servir. Cette rapidité-là, donc, améliore à 100% l'agilité de votre entreprise. Pourquoi? Parce que ça va accélérer votre processus décisionnel. On ne sera pas obligé d'attendre, on va pouvoir prendre des décisions plus rapidement. C'est avec cette approche-là, on donne l'accès aux données au plus grand nombre. Donc, ce que ça fait, c'est que qu'il y a plus de gens qui ont accès justement à ces connaissances-là, à ces données-là. Par contre, il faut le faire correctement. Une des choses qu'on peut faire correctement, c'est d'utiliser les données de l'entreprise pendant des formations pour faciliter l'adoption. Donc, au lieu de travailler sur un jeu de données lambda, ou un jeu de données qui n'existe pas finalement, ou qui est de test, ben, on utilise vos données à vous. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens vont tout de suite gagner des avantages à utiliser une approche libre-service tout de suite. On revient à notre fameuse étude de Gartner. Donc, je vous le rappelle, qui a demandé à 400 cadres financiers, cette fois-là, quel était le plus grand avantage d'une approche libre-service. Et ici, c'est pas unanime, mais c'est presque la moitié des gens qui ont répondu que le plus grand avantage, c'était l'amélioration de la productivité des gens.
Et c'est non négligeable parce qu'il y a aussi une personne sur 4 qui a répondu d'améliorer l'agilité de votre organisation. On va passer maintenant à notre 4e initiative, donc c'est les analytiques avancées. Les analytiques avancées vont nous permettre vraiment de capitaliser puis d'utiliser toute la grande quantité de données accumulées par votre organisation. Et l'objectif, c'est de faire de la prédiction ici. On va projeter, par exemple, des tendances futures, que ce soit de prédire des ventes, de prédire de la demande. Donc, tu es capable de dire, le mois prochain, je m'attends à tant de ventes, je m'attends à tant au niveau de la demande, etc. L'autre chose qu'on peut prédire aussi, c'est des événements. Par exemple, un client va nous quitter. Quelle série Netflix tu devrais regarder par la suite? Quel produit tu devrais acheter sur Amazon, par exemple? C'est des exemples d'événements. C'est une approche qui est très, très, très utile, la prédiction, dans l'analyse des risques et bien entendu la prévision financière et la planification. La différence avec les analytiques avancées puis avec ce que je vous ai présenté plus tôt, c'est que ce type d'analyse-là va souvent être retourné dans vos systèmes opérationnels pour aider les gens à prendre de meilleures décisions. Donc, si on prend un exemple d'entreprise de télécommunications, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un churn rate. Dans le fond, est-ce que votre client a un haut potentiel de vous quitter ou non? Juste de calculer ça, ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, où ça devient vraiment intéressant, c'est si on est capable de le retourner dans les systèmes de support technique. Donc, imaginez, on appelle au support technique et la personne qui nous répond voit un score de est-ce qu'on est proche de quitter cette compagnie de télécommunication-là ou on est sur le bord de ne pas la quitter. Donc, mettez-vous dans les souliers de cette personne au support technique-là, est capable de prendre des bien meilleures décisions si votre taux pas de roulement, là, mais votre taux de chance de quitter finalement est très élevé. Il va avoir plus de chances de vous renvoyer, de vous donner un rabais, par exemple, ou quelque chose comme ça. Fait que ça aide énormément la prise de décision importante là, dans un cadre très, très, très précis. Une autre application des analytiques avancées, c'est ce qu'on appelle le RPA, donc le Robotic Process Automation. Ce que ça permet de faire, par exemple, c'est de traiter des documents, comme des factures ou des documents de processus d'achat, nos fameux processus de PO, finalement, de façon automatisée. Souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est faciliter l'entrée de ces informations-là dans nos systèmes, puis l'identification de problèmes. Ce que ça vous permet aussi, c'est d'obtenir des données de meilleure qualité. En plus d'automatiser votre processus, d'éviter aux gens de rentrer ça à la mitaine dans vos systèmes, ça va augmenter la qualité de vos données, ça va réduire le risque d'erreur, etc. Donc, une approche gagnante ici au niveau du RPA. Dans un contexte plus finance, le RPA peut jouer un rôle très important dans une réconciliation de comptes. Surtout quand vous avez plusieurs systèmes financiers qui ne sont pas intégrés. Donc, le RPA va être capable de faire des liens entre différents comptes. Bien entendu, la décision va toujours être donnée à quelqu'un qui s'y connaît, mais il va être capable de vous donner des recommandations comme le compte 1022 va s'associer avec le compte ABC de l'autre système parce qu'ils ont un nom similaire ou ils ont des transactions similaires. L'autre approche qu'on peut utiliser au niveau des analytiques avancées, c'est de mettre des seuils et des alertes. C'est des seuils et des alertes qui vont être calculés avec de l'intelligence artificielle. Donc, ça ressemble un peu à ce que je vous disais au début au niveau des prédictions. La différence ici, c'est qu'on va comparer le réel finalement. Donc, je reprends l'exemple de la demande, par exemple. Donc, si jamais votre demande réelle est très différente de la demande qui a été prévue, ben, ça peut lancer une alerte. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on remarque des anomalies basées sur des données historiques. Un autre exemple de seuil et d'alerte, c'est de la détection de fraude, par exemple. Donc, ici, on est vraiment alerté lors d'un événement. Finalement, une application très intéressante au niveau financier et des analytiques avancées, c'est l'analyse de scénarios. Donc, ce qu'on peut faire, c'est évaluer des options différentes. Puis, on peut mettre en place des paramètres, comme de mettre des prix, de mettre des pourcentages de conversion, par exemple, de nos clients dans une application, par exemple, puis de faire une simulation de ce qui va se passer. Et là, vous allez sûrement me dire, Gabriel, mais ça, je le fais dans Excel. Je suis capable de me débrouiller tout seul. La différence avec une approche moderne, c'est qu'on va être capable de faire plusieurs simulations très, très, très rapidement avec une très, très grande quantité de données. Avec Excel, souvent, on est capable de faire quelques scénarios très simples avec peu de données, mais là, on est capable vraiment d'utiliser un historique de données très grand et de comparer nos différentes simulations entre elles. Pour encore une fois, vraiment, l'objectif central, c'est toujours d'améliorer la prise de décision.
Quels sont les bénéfices maintenant de nos différentes pratiques au niveau des analytiques avancées? Bien, tout d'abord, surtout grâce au Robotic Process Automation, vous pouvez automatiser vos processus manuels, pas d'éviter, mais de réduire grandement le risque d'erreur humaine et au final, toujours d'améliorer la qualité de vos données. Ensuite, en proposant des recommandations ou des scénarios, proposer des recommandations, des décisions ou des scénarios, on va accélérer grandement la prise de décision. Donc, ça permet d'analyser une grande quantité de données et de toujours donner une suggestion de décision aussi. Ça peut confirmer une décision qu'on voulait prendre ou ça peut même l'infirmer aussi. Les meilleures applications habituellement de l'analytique avancée sont là pour permettre aux gens de s'attarder à d'autres tâches, de s'enlever des grosses tâches d'analyse de données, de OK, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Puis des fois aussi, on a l'instinct, mais c'est bien d'être confirmé, de confirmer notre instinct via de l'analytique avancée aussi. Ou peut-être de l'analytique avancée va vous présenter quelque chose que vous n'avez pas du tout pensé, qui est le fameux penser en dehors de la boîte. Là. Finalement, grâce à des analyses complexes aussi, on peut trouver des options de diminution de coûts et d'augmentation de revenus qui n'auraient pas été possibles avant. Encore une fois, là, ici, ce qu'on cherche, c'est appuyer la décision puis de proposer des choix aux gens. C'est toujours les gens qui ont la décision finale, finalement. On revient une dernière fois sur notre sondage de Gartner. Donc, sur nos 400 personnes qui ont été interrogées au niveau des départements financiers, 1 personne sur 3 dit que les analytiques avancées aident grandement pour l'amélioration des revenus, puis l'augmentation, des revenus et l'amélioration des produits-services. L'autre bénéfice qui est identifié et qui est important, qui a été identifié dans ce sondage-là, c'est encore une fois l'amélioration, l'agilité de l'entreprise, sa rapidité et tout ça. Donc, on améliore grandement, encore une fois, la vélocité de la prise de décision. Excellent. Donc, on arrive tranquillement vers la fin. Puis avant de conclure, je vous avais promis ce résumé-là, cette aide-mémoire, qui résume vraiment chacun des enjeux qu'on a parlé en début de webinaire. Donc, chaque enjeu là, qui empêche notre CFO de dormir et chaque initiative qui utilise les analytiques. Avant de passer à cette liste-là, ceux qui ont déjà commencé à lire en même temps, vous allez remarquer que l'environnement analytique moderne va vraiment se retrouver dans chacun des enjeux. Encore une fois, c'est une initiative qui aide grandement à la mise en place des autres, finalement. On peut se débrouiller sans, mais ça complexifie grandement les efforts. Donc, si on revient à notre premier enjeu, donc, qui est de bâtir la confiance au niveau des données financières. Les 2 apports principaux vont être les indicateurs de performance et le libre service. Si vous êtes capable de présenter des KPI qui sont validés et en plus, vous permettez à vos employés puis à des parties prenantes de jouer avec ces données-là directement avec du libre service, bien écoutez, la confiance va être grande. Là. Vous montrez clairement patte blanche ici. Deuxième enjeu maintenant pour la rétention des meilleurs talents, c'est vraiment encore une fois les KPI et le libre service qui sont à préconiser. Pourquoi? Parce que premièrement, en vous mesurant au niveau de votre rétention d'employés, par exemple, vous allez être capable de l'améliorer. Le fameux « What gets measures gets done ». Et aussi, le libre service, comme on disait, va clairement améliorer la mobilisation de vos employés. Vous leur donnez plus de pouvoir, vous leur donnez plus de responsabilités, ils vont rester dans votre organisation. Le troisième, qui est d'assurer la croissance de l'organisation. On a vraiment vu à la fin du webinaire là, que les analytiques avancées, c'est tout indiqué pour vous aider à ce niveau-là, que ce soit pour trouver des nouvelles sources de revenus, de vous aider dans vos analyses de scénarios ou de couper dans les coûts en automatisant vos processus via du RPA. Et bien entendu, encore ici, les indicateurs de performance vont vous aider de mesurer vos efforts. Maintenant, pour l'évaluation des risques, encore une fois, on revient avec l'analytique avancée, l'analyse de scénarios, puis même dans la prédiction d'événements. Au niveau de la transformation digitale, eh bien, l'environnement analytique va être vraiment un gros morceau au niveau de ça. On s'équipe avec des outils plus modernes, etc. Et aussi, au niveau de l'analytique avancée, la portion RPA aussi vous donne accès à des outils plus modernes, infonuagiques, etc., qui vous supportent. Finalement, pour la responsabilité sociale, l'environnement analytique va venir consolider vos différentes données. Donc, encore une fois, quand on fait ce genre d'exercice-là, on sait que les données ne seront pas nécessairement juste à une place. Fait que si on a un environnement analytique, on est capable de les harmoniser, de les intégrer dans cet environnement-là.
et ça va faciliter votre reporting. Les KPI, encore une fois, vous allez vous mesurer, vous donne des objectifs tangibles, ça vous permet de les rapporter dans vos documents de responsabilité sociale. Puis aussi, on peut même utiliser l'analytique avancée là, pour évaluer les risques, par exemple. Des fois, au niveau de la sécurité, de faire un peu d'analyse de texte, des fois sur des rapports de SST qui ont été remplis, donc des éléments plus dangereux, par exemple, si vous êtes une entreprise de construction, là, des endroits où ils sont plus dangereux sur vos chantiers, par exemple. Donc, c'est ce qui conclut notre webinaire. Dans les dernières minutes, on a abordé différents enjeux des directions financières et comment les analytiques peuvent appuyer ces enjeux-là en 4 initiatives. Donc, la première, c'est notre environnement analytique moderne. Ensuite, c'est nos indicateurs de performance, le libre service et les analytiques avancées. Si jamais vous avez d'autres enjeux dans ceux qu'on a présentés pendant le webinaire, des enjeux vraiment financiers de vos départements qu'on n'a pas abordés durant le webinaire, faites-nous signe. On pourrait aborder le sujet avec vous ou dans un autre événement.